En avant, l'importance de la mid lane, le retour des cours animés. Pour le coup, pareil, n'hésitez pas à faire un retour aussi dans la partie dédiée sur Minoran. Histoire que je sache pour les prochaines fois ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, tout ça, tout ça. Quelques petits rappels ou potentiellement des éléments qu'on va pouvoir vous apprendre. Ce soir, on va particulièrement se tourner autour de cette bestiole-là, qu'on appelle le sbire canon, ouais, le gros Le gros creep. creep. Ouais, ouais. La catapulte. La catapulte, ouais. Donc, la catapulte, c'est le plus gros CS que vous pouvez avoir normalement sur une wave, qui rapporte beaucoup de gold, beaucoup d'XP, beaucoup de points de vie, beaucoup d'attaques. Et qui a la particularité de ne pop qu'une fois tous les 3 waves. Donc en fait, son rythme de spawn, c'est 1 minute 30 jusqu'à 15 minutes. Où là, c'est toutes les 2 waves, donc ça fait 1 minute. Et à partir de 25 minutes, toutes les 30 secondes, donc ce qui correspond en fait à un spawning classique de wave. Nous allons aussi parler des tours, que voici. Voilà, donc 5000 HP. Là, pour le coup, ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est les tourelles extérieures. Donc, vous avez toutes les stats là. Je m'attarde pas trop dessus. En vrai, vous savez un peu comment ça marche. On aura l'occasion d'en reparler après. Et notamment, ce qui va nous intéresser ici, ça va être, dans un premier temps, l'histoire des plates. Donc, le fonctionnement des plates, c'est celui-ci. Voilà. Traduction, chaque plate représente 1000 HP. A chaque fois que vous tombez une plate, elle gagne un stack de Bulwark pendant 20 secondes qui augmente son armure et sa résistance magique, donc de 0 à 180 en fonction du nombre de champions ennemis autour. Donc jusqu'à un maximum de 0 à 720 si jamais vous êtes 5. Non, si jamais il y a 4 stacks, pardon. Puisque à chaque fois que vous tombez une plate, le boost augmente. Donc vous rajoutez. Voilà, bon, je vous détaille pas le truc, c'est pas forcément très intéressant. Vous savez comment ça marche. Plus vous êtes nombreux autour de la tour, et plus ces plaques sont résistantes. Et pareil, plus vous prenez de plates en un seul coup, et plus du coup les dernières sont difficiles à tomber. Chaque plate vous rapporte 160 gold et c'est divisé entre toutes les personnes qui se trouvent autour de la plate. Vous n'avez pas forcément besoin d'y participer. Le principe du local gold, ça veut dire que du moment que vous êtes à côté, vous gagnez les tutunes. Et donc, si jamais vous ne voulez pas piquer des gold à votre ADC par exemple, eh bien il suffit simplement de vous décaler suffisamment loin et il aura les 160 gold toute seule. La thune, exactement. Exactement. Sachant que la tourelle du top et du mid reçoivent un effet particulier, hein, McFly, je te laisse détailler. La fortification, oui. À quel point tu aimes ça? La fortification, une mécanique qui a été ajoutée c'était la saison avant les plaques, pour empêcher le jeu professionnel de faire des swaps entre le bot et le top. Que avant les 5 minutes de jeu, les tourelles du top et du mid ont un gros bonus de résistance. Je peux pas vous donner les détails statistiques, mais en gros, avant les 5 minutes de jeu, c'est absolument pas intéressant de donner des autos sur la tour, parce que vous allez y passer 3 plombes. La tour, en fait, avant les 5 minutes de jeu, réduit de 60% les dégâts que vous lui infligez. Donc vous faites 30 ou 40 par auto-attaque en fonction de l'AD de votre champion. C'est, voilà, vous ne le faites rien du tout, quoi. Vous la chatouillez. Mais la tourelle bot est pas concernée par ça. Ouais, la tourelle bot n'est pas concernée. C'est ça la grosse différence. Donc bot, vous pouvez hard push en début de partie. Si vous jouez les plates avant 5 minutes de jeu, elles n'ont pas de résistance bonus. Il y a ce changement qui a pop pendant le patch qui est live depuis quelques jours, de 10.24 je crois. Arrête-moi si je me trompe. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ok. Et voilà, ce changement... Il précise que, que ces changements étaient déjà actifs depuis le 10.23, mais ils le mettent dans le patch note que du 10.24. Voilà. Ces changements, c'est quoi? Premièrement, les sbires canons ne rapportent rapportent 10 gold de moins sur la voie du milieu. Donc on rappelle, un sbire canon rapporte de 60 à 90 gold en fonction de l'avancement de la game. Donc là, en fait, s'il est mid, ce n'est que 50 gold pour le premier canon. Petite précision, qui n'est pas donnée ici, ce debuff sur les gold que rapportent les canons n'est valable que jusqu'à 14 minutes de jeu. C'est-à-dire que une fois que les plates sont tombées,
les sbires mid rapportent, les sbires canon mid rapportent autant que ceux sur les side lanes. Ce debuff de 10 gold de moins pour le canon ne fonctionne que jusqu'à 14 minutes. En fait, que tant que les plates sont encore up. Une fois que les plates tombent, ça revient au montant normal. Ça s'aligne avec le reste, quoi. Et deuxième particularité, qui là pour le coup va nous intéresser beaucoup plus, les sbires canons de la voie du milieu ont 30% de vitesse d'attaque en plus contre les tourelles. Donc c'est-à-dire que, vous le voyez juste ici, au lieu d'avoir 1 d'attaque speed, quand ils tapent la tour du mid, les sbires canons ont 1.3 d'attaque speed. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Les dégâts des sbires canons grossissent à un rythme d'une fois toutes les 90 secondes. C'est-à-dire que ils prennent un stack de dégâts toutes les 1 minute 30. Voilà, toutes les 1 minute 30 jusqu'à vitam aeternal. Voilà, donc si vous faites une partie qui fait 6667 fois 1 minute 30, les sbires canons infligent 10 039,5 points de dégâts par auto-attaque. On vous a fait un petit calcul Excel, donc en haut, vous voyez, enfin en haut, ici, là, donc ça c'est le timing de la game. Sur cette ligne-là, vous avez les dégâts par seconde des sbires canons sur les side lanes. C'est les dégâts qu'ils mettent par seconde, c'est-à-dire qu'un sbire canon, à 21 minutes, au top, inflige 62 points de dégâts par seconde à une tour. À 21 minutes, un sbire canon au mid inflige 80,6 points de dégâts par seconde à une tour. Donc il y a quand même 20 points de dégâts d'écart. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est énorme. Alors certes, au début de la partie, c'est pas grand chose. Bon voilà, c'est même pas 10. Mais à partir de 20 minutes, ça représente un différentiel de 20. Qui va augmenter plus la partie va durer. Donc voilà, vraiment assez ouf. Et à préciser que c'est que contre les tours et pas contre les champions. Exactement, ça marche vraiment que contre les tours. Donc je vous ai fait quand même une petite vidéo, histoire que vous puissiez vous rendre compte visuellement de ce que ça représente. En haut, les dégâts à 3 minutes de la première wave canon sur la tour. En bas, les dégâts à 3 minutes de la première wave canon sur la tour mid. Donc, bon, si vous avez fait un peu attention, ce qu'on se rend compte au premier coup d'œil, c'est juste que, bon bah ok, d'accord, ça fait... Enfin, ça attaque plus vite, quoi. Mais en fait, en réalité, vous voyez qu'ici, on est à 4603 après que les sbires aient fini de taper la tour, alors qu'en fait, au top, on est à 4671. Donc en fait, imaginons que vous ayez stacké 2 waves et que vous soyez relativement bien dans la partie, à 5 ou 6 minutes. Eh bien, en fonction de si vous jouez mid ou si vous jouez en side lane, dans un cas, vous pouvez espérer prendre une plate, alors que dans l'autre cas, à quelques points de vie, vous ne l'aurez pas. Donc c'est ça la grosse différence que ça va faire. Alors... Et là, surtout pour la première wave, on a vu que les dégâts étaient pas encore... Enfin, la différence de dégâts était pas énorme. Mais plus on avance dans la partie, et plus tu vas stacker de wave, plus ça va faire de différence. Ouais. Rappelez-vous que les dégâts des sbires canons augmentent, et du coup, plus la partie avance, et plus la différence des dégâts entre les deux est importante. Mais pourquoi c'est important le mid? Parce que là, on vient juste de vous montrer que le mid pouvait push très vite. Pour deux choses qu'on a peut-être un petit peu tendance à oublier. On a par exemple ici la map d'une Game Pro d'il y a 2 ans. On vous dit souvent que la T2 mid est capitale et ultra importante. Vous savez peut-être que c'est grâce à la vision, mais concrètement pourquoi? En fait, vous regardez par exemple ici, cette situation-là. Si cette équipe-là décide de décaler dans la jungle, donc elle a des wards qui sont représentés par les wards vertes comme ça. Et les pinks qu'il y a ici, alors celle-ci appartient à l'équipe bleue et celle-ci appartient à l'équipe rouge. Et toutes les wards qu'il y a là, c'est sauf celle-ci doit être de l'équipe rouge, mais ces 2 wards ici sont de l'équipe bleue. Question. Si vous êtes dans l'équipe rouge et que vous voulez bouger au Nash, en disant on trade notre bot lane contre un Nashor, est-ce que l'équipe bleue peut le savoir? Il y a forcément un mec qui va passer par là pour aller au Nashor. Donc, oui, exactement Kota, merci, ils le savent. Grâce à cette ward au niveau de la T2. Maintenant, question inverse, si l'équipe bleue décide de décaler au Nashor, est-ce que l'équipe rouge le sait? Bon, on va regarder un petit peu les wards sur la map. Bon, on voit ici que là, il y a 2 wards. Je ne sais pas à qui est-ce qu'elles appartiennent. Et quoi qu'il arrive, elles n'ont pas le petit truc au-dessus, là, ce petit point vert,
qui donc signifie que en réalité ces wards sont des cadavres de wards, elles ne sont plus actives. Vous savez normalement que quand une ward est détruite ou arrive à expiration, elle laisse une espèce de petite marque sur la carte, enfin sur une petite trace qui indique que c'était wardé ici. Donc bah, voilà, ça, dans le mode spectateur de Riot, ça ressemble à ça. Donc là, vous voyez que grâce au push mid initialement pris par l'équipe bleue, ils peuvent avoir l'information de est-ce que oui ou non l'équipe rouge va au Nash. Alors que de son côté, l'équipe rouge, n'ayant pas la prio mid, ne peut donc pas ward les déplacements de l'équipe bleue, et si jamais l'équipe bleue disparaît de dessous la tourelle bot, bah ils savent pas si ils se font trap là, ou si juste ils ont couru Nashor. Un autre exemple de l'importance de la T2 mid, c'est ce qu'on appelle le deep ward. Voici ici une vieille game des Worlds de WE contre Samsung Galaxy. On voit ici QV en train de mettre la pression sur 957. Donc il joue Gnar et 957 joue Kennen. Ayant une compo plutôt axée autour du split, SSG a opté pour la formation 1-3-1. Vous mettez une personne top, une personne bot et 3 personnes mid. Et le but c'est que les 2 personnes sur les side lanes push, essayent de récupérer des objectifs, pendant que globalement au mid on essaye de se tenir sans se faire engager. WE a raté son engage et donc tente de protéger son bâtiment en bot lane en venant ganker QV. Grâce à la prio mid prise par le fait que la T1 de WE est down depuis à peu près 10 minutes, Samsung Galaxy a pu pénétrer dans la jungle bot side de WE et commencer à poser des deep wards, notamment cette pink ici, qui permet donc à QV de voir arriver de très loin la décale du mid laner de WE. Et c'est ce genre de ward, ce genre d'informations là, qui font que push la mid lane est capital dans la stratégie à League of Legends. Et c'est pour ça que systématiquement, quand vous voyez dans des games pro, même sans forcément parler de game pro, mais à niveau amateur ou quoi, des teamfights win par une équipe, très souvent, on ira chercher le push mid. Parce que avoir le contrôle de la mid lane et la prio mid permet les rotations sur la carte. On va avoir Riftkit pour nous en parler un petit peu plus. Et on va avoir aussi McFly qui va nous expliquer un petit peu 2-3 autres trucs. Ce qu'on peut rappeler, c'est que l'avantage, la mid lane, c'est une lane primordiale dans League of Legends. Comme tu l'as dit, c'est là où on va vouloir push en général après un teamfight gagné, ou même à bas niveau, les joueurs le font instinctivement en jouant le mode Aram. Mais ce sera pas forcément le meilleur choix, mais souvent ça reste quand même le choix de facilité pour différentes raisons. L'avantage mid a l'avantage de se transférer vers les rivers et les sides directement grâce à la pression mise par le mid laner ou les joueurs mid lane. On a énormément de deep wards qui sont très intéressants à mettre. En early game, tu as la ward au niveau des corbins qui te permet, c'est la seule ward qui te permet de voir si le jungler passe d'un side à un autre. Les wards un peu plus tardifs pour se prévenir des ganks, en général tu vas les mettre au niveau des bush de la river. Si tu veux les mettre un peu plus deep, tu peux aussi en mettre une un peu, je sais pas, juste au-dessus de la river au niveau des corbins. Celle-ci, en général, là, le spot que tu as mis qui est un spot prioritaire, souvent c'est un spot à pink plus qu'un spot à ward. C'est vrai. On va d'ailleurs pinker. Hop. C'est pour moi l'un des meilleurs spots à pink. On peut mettre là aussi. Ça. Et aussi, c'est très important de rappeler que c'est bien de warder que pour se prévenir des ganks, c'est utile de se warder que d'un seul côté et de jouer de ce côté-là, de se placer du côté où on a la vision. Parce que, de manière assez logique, si on voit le jungler sur le side où c'est wardé, tant mieux, on l'a prévenu. Si on ne le voit pas, on doit se méfier qui va arriver de l'autre côté.
du côté qui n'est pas wardé. Et dans ce cas-là, on est safe de fuir de notre côté wardé avec la couverture de notre jungle, si c'est encore mieux. Voilà, donc pour avancer un petit peu dans la partie plus macro, on va dire, donc là vous aviez une partie un petit peu plus micro sur l'importance de vos wards. Donc bien évidemment les spots on les a donnés, vous pouvez pinker dans les bush, on évite absolument ce genre de ward, j'en ai déjà parlé en stream, mais on va faire juste un rapide rappel. Cette ward ici, donc prenons notre ami, ce qu'on va faire c'est qu'on va le faire top, parce que top c'est vraiment très relevant. Cette ward ici, dans le bush, que je vois souvent les mid laners poser, quel type d'info est-ce qu'elle vous donne? Si jamais vous jouez au milieu de la lane, vous avez un peu l'avantage, vous dites ok, je vais avancer un petit peu, je vais ward là. Ok. Si le jungler arrive là, vous ne le voyez pas. Si le jungler arrive ici, vous ne le voyez pas. En fait, le seul moment où vous voyez le jungle, c'est s'il fait un gank tout droit, et vous le voyez quand il est quasiment sur vous. Vous avez très peu de marge de réaction. La seule chose que vous pouvez faire, c'est courir vers la river ici. A l'inverse, si jamais vous wardez soit sur le bush ici, soit, alors cette ward là qui est golden, alors vous pouvez la mettre ici ou carrément ici, bah là, pour venir vous gank du top side, donc déjà si elle est ward ici, donc ça veut dire que le jungler doit passer comme ça, et c'est le seul pathing qu'il peut prendre sans être vu par cette ward, et si jamais vous la déplacez légèrement par là, parce que vous savez qu'il joue autour du top side, bah ici, littéralement, c'est impossible pour lui de vous gank par le top side. Il faut forcément qu'il passe par le top, et bah ici, là, faut qu'il descende toute la river, donc bon, autrement vous dit, s'il se fait spot par vraiment personne, c'est que vous êtes la seule personne dans votre team à poser des wards. Et alors, si c'est le cas, hop, pink dans le pixel. Ce setup de ward là, donc soit par ici, soit par là, pour donner l'info sur les déplacements dans la jungle, enfin ce qu'il fait en fait dans son red side, c'est un setup de ward qui est quasiment imperçable. Genre, enfin, il n'y a quasiment aucun moyen pour le jungle de vous gank par ce side là. Alors que bah, si vous commencez à poser des wards ici, vous voyez qu'il y a des ouvertures par lesquelles le jungle peut passer sans qu'il soit vu. Puis surtout, tu le vois au dernier moment. Là. Et surtout, tu le vois au dernier moment. Exactement. Donc, vous ne pouvez pas anticiper. Bon. Ensuite, imaginons que la game avance un petit peu plus et que, bon bah voilà, la game suivant un petit peu son cours, vous commencez à pouvoir avoir le push mid. Quels sont les spots de ward que la tourelle mid et notamment la T2 vous débloque? Eh bien, on va essayer de regarder ça tous ensemble. Bon, là, vous avez la possibilité d'avancer jusque là. Donc ça veut dire qu'avec votre équipe, vous avez la possibilité de rentrer dans la jungle par ici ou par là. Du coup, les spots de ward qui sont à votre disposition, c'est ici. Alors, je les mets en ward normal, mais ça peut être pink. Hein. Ici, éventuellement ici, 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 que vous pouvez décaler aussi ici, et même potentiellement ici, même si celle-là, elle est un petit peu moins intéressante. J'aime bien aussi, là tu l'as passé juste avant, c'est la pink, là, à cet endroit-là. Celle-là. Ça c'est pas mal. Mais ça c'est pas plus orienté bot lane, mais elle est très bonne aussi. Ouais. Et puis évidemment les deux en mid lane que t'as pas encore posé sur la lane en elle-même, qui sont pour moi les plus broken du jeu. Ça, aux deux croisements, avoir une ici et l'autre au niveau des passages. Moi c'est en général c'est les deux meilleurs spots de warp de lane que t'aimes bien justement quand t'as pris les tours. Donc pour vous voir voyez les rotations de side tout simplement. Le warding pourra aussi dépendre du type de map. C'est vrai que sur une map Fire, vous avez besoin de beaucoup moins de ward pour mettre la même vision que sur la map classique, on va dire. Et inversement, sur la map Mountain, il y aura des zones, notamment au niveau du bleu,
zone d'ombre. Voilà, T'as le gros caillou au niveau des corbins. voilà, le gros caillou là aussi qui cachera des choses. Euh, Bref, vous voyez que le fait d'avoir l'avantage mid, étant donné que, comme l'a dit plutôt McFly, c'est la wave centrale et celle qui permet de diffuser son avantage sur toute la carte, elle vous offre la possibilité d'aller ward à peu près n'importe où dans le camp de votre adversaire. C'est-à-dire que, en fait, du moment que vous avez la tour mid, la seule limitation que vous avez, c'est une sorte d'arc de cercle qui part de la T2 mid comme ça, et qui, en fait, qui couvre un peu toute cette zone-là. Et là, vous voyez que, en fait, en posant les wards de cette manière-là, vous ne poserez jamais toutes ces wards-là, mais vous voyez bien que peu importe le side sur lequel vous choisissez de jouer ou que vous avez besoin de défendre, vous avez la possibilité de poser la vision. Et c'est ça qui rend cette lane vraiment extrêmement importante et ces visions-là vraiment capitales en fait dans la stratégie à League of Legends. Si t'as au moins la T1, tu t'ouvres vraiment la jungle, alors que si t'as vraiment cette T1 mid, c'est la condition sine qua non à pouvoir poser de la vision importante et pouvoir faire des rotations. On voit pas mal d'équipes, les équipes pro, pas hésiter à mettre un Herald mid juste pour finir cette T1 qui le plus tôt possible dans la partie pour récupérer cette position primordiale. Dites-vous que en fait, de base, le jeu est décomposé comme ceci. La map de League of Legends fonctionne comme ça. La carte en fait est divisée en 4 parts égales qui représentent toutes une lane plus le mid et un side de jungle. Quand notamment on parle de vertical jungling, c'est que la jungle se joue le long de la ligne au mid. Comme ça. C'est-à-dire que un des deux junglers, donc imaginons le jungler bleu, joue ces deux jungles ici, et le jungle red, rouge de l'équipe rouge, joue ces deux jungles là. Le fait de prendre la T1 mid, en fait, modifie légèrement cette configuration initiale pour la passer d'un système comme ça à un système qui ressemble un petit peu plus à un truc comme ça. Ça fait un léger arc de cercle qui vous offre de l'espace et qui permet de prendre de l'avantage à l'endroit où vous avez pris la tour. Et donc, grâce à cet avantage, comme l'a dit McFly, de pouvoir ward beaucoup plus librement ces zones-là, de pouvoir les défendre, et du coup, de pouvoir avoir cette avance de déplacement, puisque vous voyez que ici, là, en fait, il y a une zone extrêmement importante de déplacement latéral entre le mid et l'accès à la river. Et quand vous avez coupé cette zone-là, c'est-à-dire qu'elle n'est plus disponible à l'équipe adverse, eh bien, elle se retrouve obligée de faire des détours comme ça pour avoir accès à la river. C'est-à-dire que vous avez ce bloc ici et la zone des corbins là, qui limite les déplacements de l'équipe adverse et les force à choisir un seul couloir, là où, du moment que sa tour mid est up, elle a la possibilité de passer par la river de deux façons différentes. Voire éventuellement, si elle peut prendre le push, de passer directement par la river depuis le mid. Ce qui n'est absolument plus possible à partir du moment où la T1 est done. Puisque le contrôle, donc là en l'occurrence de l'équipe qui joue, de l'équipe bleue quoi, l'équipe qui joue en bas, s'étend légèrement vers l'équipe rouge. C'est aussi justement d'où l'importance que tu disais, si l'équipe rouge est obligée de contourner, l'importance des wards, voire pink ward dans le bush à côté des corbins et donc toujours celle au carrefour là, elle est très importante. Voilà, les deux là que tu viens de mettre, ces deux là sont encore plus importantes et te permettent, si tu mets une pink ward, tu forces des face checks. Tu vas forcer des face checks de l'équipe si elle veut venir rejoindre ses rivers. Elle est obligée de passer sur une zone sombre et ça, c'est souvent
Ça peut vous permettre de ça crée des erreurs, ça force les erreurs de l'équipe adverse. Exactement. Ça peut vous permettre de faire des catchs ou de forcer des fights en ayant l'avantage de la surprise et du terrain, puisque vous avez cette partie-là de la carte qui est contrôlée. Et grâce à ce contrôle, en fait, vous avez la possibilité de pouvoir forcer des décisions de l'adversaire que, bien, la plupart du temps, il aimerait ne pas avoir à prendre. Typiquement, en vous décalant à 2 par ici, vous avez le contrôle sur cette zone-là qui empêche des décales faciles. Donc voilà, si jamais on voit arriver, hop, on peut instantanément reculer. Idem pour le contrôle des dragons. Notamment cette pink là est ultra forte pour contrôler les dragons. Puisque vous voyez que ici on ne peut pas prendre la vision. Donc si jamais le mid là push une wave et disparaît dans le brouillard de guerre, si vous jouez de ce côté là, donc si vous êtes red side, ici vous ne savez pas en fait. Toute cette zone là c'est un gros point d'interrogation. Vous ne savez pas combien de personnes vous attendent. Est-ce que les gens vous attendent? Est-ce que vous pouvez avancer ou pas? Donc là, en tant que mid laner, pour éviter les face checks qui coûteraient la mort, vous êtes obligé de contourner comme ça et de du coup rejoindre votre bot lane sur cette zone ici. Et vous voyez le temps colossal que ça prend pour passer de là à de là, si cette zone là est wardée et que vous l'avez sous contrôle, de faire le tour comme ça. Alors bien sûr, on le montre bleu vers red. Ça marche dans ce sens-là, ça marche aussi bien dans l'autre sens. Hein. C'est juste que les lanes sont renversées, ça sera au niveau de la top lane. Donc il faudra contourner comme ça. Et ça sera pas pour jouer le même buff. Mais ce qui marche d'un côté est inversable par translation de l'autre côté de la carte. La pressure mid, donc c'est quelque chose de valable dès le début de la game. Ce qu'on appelle mettre la pressure, c'est pour mettre la pression tout simplement, c'est push la lane. Push la lane, push les creeps. Si le joueur adverse est obligé de farmer une wave de creep, plus elle est grosse, plus il a de pression sur lui. Il va être en retard sur les décalages parce qu'il est bloqué. S'il refuse de farmer cette wave, cette pression, il perd des ressources. Et donc il se retrouve dans une situation... perdre des ressources, c'est catastrophique. Surtout les golds, en soi, c'est gênant. Mais le pire, c'est de perdre de l'XP. Quitter son poste où il y a une wave sous tour parce qu'on doit décaler, c'est vraiment la situation dans laquelle tu ne veux pas te retrouver. Donc mettre la pressure, c'est vraiment être très important parce que ça te permet de bloquer ton adversaire sous sa tour et donc de contrôler tout ce qu'il y a à côté, notamment les rivers. Et les rivers, qu'est-ce que c'est? Les rivers, c'est les carapateurs. À partir de 3 minutes 15, les carapateurs qui sont primordiaux pour les junglers. C'est un apport énorme de gold et d'XP. Un jungler qui a les carapateurs, c'est un jungler qui va avoir l'avantage sur son opposant. Et souvent, c'est un objectif qui ne se fait pas tout seul, qui demande d'avoir la pression de ses laners, et notamment du mid laner, parce qu'il a le contrôle sur les deux. Enfin, il a l'ouverture sur les deux rivers, donc il est important sur les deux carapateurs, notamment les deux premiers. Ça permet aussi de sécuriser la pression pour les objectifs neutres que sont le Nashor, enfin le Herald, le Dragon, puis après le Nashor, mais ça c'est... On quitte la phase de lane. Et ça permet donc, comme on l'a dit, d'ouvrir la jungle ennemie. Mettre la pression, ça, justement, ça va... L'équipe adverse va devoir reculer sa position. Et donc, ça va permettre à ton jungler de s'avancer, de mettre ce qu'on appelle invade. Invade plus sereinement. Contester des camps, contester la vision. Et potentiellement aussi, pour toi et ton jungler, de poser de la deep vision. Toutes celles dont on a parlé juste avant. Les wards, que ce soit top side ou bot side, celle-ci, celle-là, voilà, voilà, je résume bien là. Et ça permet, dernière chose, quelque chose de très important que tu vas pouvoir faire dépendant de ton champion, le roaming en side lane.
mettre la pression si tu vois que le roaming, c'est quelque chose que tu peux faire sur toutes les lanes. Mais l'avantage de la mid lane, c'est que tu as l'ouverture sur les deux side lanes, donc un doute pour l'équipe adverse. Si tu mets la pression et que tu recules dans ton brouillard de guerre, l'adversaire ne sait pas, logiquement, où tu es. Donc tu peux partir des deux côtés et ça met forcément le doute sur l'équipe adverse. C'est là où tu as le plus d'ouverture pour le roam. Et après, le roam, c'est quelque chose qui permet donc de prendre un avantage personnel, potentiellement, et de donner un avantage à tes alliés. Quelque chose que peut faire le jungler, mais le mid laner en est totalement capable d'agir sur les side lanes. On a vu, par contre, cependant, sur ce patch, que c'est la volonté de Riot sur ce patch, c'était de réduire l'avantage que donnait la pression mid lane sur cette saison. Tous les changements qu'ils ont fait sur les dégâts des sbires canons, c'est pour limiter le roaming du mid laner. Parce que, justement, si tu décales et que tu n'agis pas vite, pendant ce temps-là, t'as ton opposant, t'as ton vis-à-vis qui va taper la tour avec des creep canons qui vont taper plus vite que sur d'autres lanes. Et tu vas perdre des plaques, tu vas perdre potentiellement des waves aussi. Donc chaque ressource est importante. Si tu récupères un kill en side lane, mais que ton vis-à-vis récupère une ou deux plaques, le trade n'est pas forcément gagnant. Le trade ne sera pas forcément gagnant. Donc, voire pire, si tu récupères vraiment rien, ce qui arrive assez fréquemment, si tu es vu à l'avance, tu retournes pas suffisamment tôt sur ta mid lane, tu peux jeter l'avantage que tu avais fait de ta pression. Pour le roaming, après, il y a pas mal de choses à prendre en compte, justement. C'est si vous voyez des changements de comportement des side lanes. Donc, un roaming, ça s'anticipe. C'est quelque chose que tu vas. Une fois que tu as. Enfin, avant de push la wave ou pendant que tu es en train de push la wave, tu check un coup d'œil en top ou en bot, voir comment sont placées l'équipe adverse, combien ils ont de points de vie, s'ils ont de la mobilité. Ça, c'est tous les trucs que tu vas réfléchir. Voir où est-ce que tu vas décaler. Bon, les mid laners aiment plus souvent la bot lane que la top lane, hein, parce que il y a deux kills à prendre. Il y a deux kills à prendre, et puis les champions sont moins tanky, ce genre de choses. C'est sûr, c'est plus croustillant, une petite hache qu'un gros malfit. et du coup, tu vas pouvoir décaler dans cette river. Attention au changement de comportement. Si l'équipe adverse change son comportement, c'est-à-dire qu'elle était en train de farmer tranquillement en situation de classique ou qu'elle était avancée et que d'un coup elle se met à reculer alors que vous êtes en train de décaler, c'est soit que vous êtes vu, soit que le mid laner adverse ou un joueur adverse a prévenu sa bot lane que vous décaliez. Et donc vous allez perdre du temps si vous décalez et qu'ils étaient au courant et que ça n'aboutit à rien. Donc remettez en question à chaque fois que vous faites un roaming, remettez en question pendant ce roaming si vous allez pouvoir aller au bout ou non. Arriver en bot lane, ne rien pouvoir faire, c'est juste une perte de temps. D'où l'importance de jouer avec une trinket rouge et des control wards qui permettent de deny la vision dans les rivers. Et de pouvoir vous sécure vos décals, puisque pouvoir sécure les décals, ouais, voilà, parce que ça, pas forcément. Du coup, le seul facteur qui potentiellement pourra vous empêcher d'agir, c'est la communication de vos ennemis sur vos décalages, ce qui en général n'est pas forcément très respecté à tous les élos. Voilà. C'est pas forcément quelque chose sur lequel on peut forcément s'appuyer. Ouais. Vous êtes vu l'utilisation des ping points d'interrogation. Ouais. Vous êtes assez bien placé pour le savoir, d'autant plus que vous avez aussi parfois simplement pas vu, parce que ça a été ping une seule fois. À noter aussi l'impact du contrôle de la mid lane. Si la red team contrôle la mid lane, la blue team sera incapable d'atteindre le Drake. Oui, alors... Ça c'est... Au niveau alors... la map est symétrique, mais pas tout à fait. Et donc c'est un avantage qu'a le red side par rapport au blue side.
Vous voyez que On disait l'accès au pit. L'accès au pit, si je remets les lanes avec les couleurs correspondant au side sur lequel elles doivent jouer, si on refait la situation là et que le mid décale, vous voyez que pour l'équipe bleue, eh bien, le seul accès qu'ils ont, c'est ici ou ici. Donc si jamais la zone est contrôlée par l'équipe rouge, où est mon juggler? Il est là. De cette façon-là, par exemple, comme ça, eh bien, vous voyez qu'il n'y a aucun accès pour l'équipe bleue, à moins que la plante ici soit dispo. Sinon, il n'y a pas moyen de passer de l'autre côté. Et donc, si vous utilisez la plante, ça veut dire que c'est le lean. Hein. C'est on saute et après, advienne que pourra. Donc, voilà, ça peut être compliqué. Idem, comme il l'a dit, de l'autre côté. Eh bien, voilà, pour l'Herald, vous avez à peu près le même délire. D'où le fait que, encore une fois, ça c'est un peu dans l'importance de la mid lane, en fonction du side sur lequel vous jouez, préférez la vision et la pression sur le side qui est plus facile à défendre pour vous. Si vous êtes côté bleu, ce sera plus facile d'aller défendre le top side. Si vous êtes côté rouge, il sera plus facile d'aller défendre le bot side. Puisque c'est une zone qui est plus difficilement accessible par votre adversaire et par son équipe. Pour faire des décales, il vaut mieux avoir des sbires canons, puisque vous êtes normalement au courant que le sbire canon, et comme on l'a vu sur les vidéos tout à l'heure, peut tanker 7 à 8 coups de tour, en général c'est plutôt 7, contre seulement 3 coups de tour pour les sbires mêlés, s'ils sont full life, mais en général plutôt 2, et 2 coups de tour pour les sbires mages, et pareil, c'est en général plutôt 1, puisque pour qu'ils puissent tanker le maximum de coups, il faut que les sbires soient full HP. Ce qui est quand même pas forcément le cas, puisqu'ils ont généralement soit pris des dégâts du champion adverse, soit pris des dégâts de la wave avant d'arriver sous la tour. Et donc du coup, le fait de décale sur un timing où vous avez pris le soin de push une wave canon sous tour, fait que du coup vous êtes assuré que votre adversaire ne peut pas faire de même. Il ne pourra pas push en retour sa propre wave canon sous votre tour. Elle s'arrêtera à la wave d'après qui bloquera normalement à peu près par ici. Donc du coup vous êtes sûr de ne pas perdre le sbire canon. D'autant plus que si vous prenez vraiment le temps de bien push la wave canon, vous pouvez récupérer le sbire canon avant de décale, mais du coup ça vous prend un petit peu plus de temps. Si quand vous pushez, et c'est ce que disait McFly juste avant, ce n'est pas un automatisme d'aller devoir décale, vous pouvez aussi aller jouer la vision, backup votre jungle, et faites très attention, si jamais vous n'avez pas d'infos sur un jungler, donc en gros vous ne savez pas ni s'il est là, ni s'il est là. Attention au tracteur. Exact, parce que si le jungler vous chope ici, et que votre jungler, pas de bol, est au gromp, le mid laner là peut tout à fait venir ici, et couper votre retraite. Donc du coup vous êtes obligé de faire un gros détour comme ça, et c'est contraignant. Vous pouvez perdre des sums, perdre votre ulti si il vous sert à escape, donc prenez garde à ce genre de choses. Bien sûr, tout ce qu'on a expliqué pendant ce cours animé doit s'appliquer en parallèle avec toutes les autres choses qu'on a déjà pu expliquer et que je rappelle régulièrement sur les coachings, notamment sur les aspects de prio de lane, capacité à wave clear de votre laner, info sur le jungler, info sur votre jungler. Donc voilà, soyez prudents à ce genre de choses. Puis, dernière chose aussi, au niveau du justement, quand tu commences à décaler et que tu as aussi le choix de te cacher dans la river, dans le... en mettant la pression et en commençant à décaler, si tu es si l'équipe adverse est dans le noir, tu peux te cacher, attendre que le mid laner adverse finisse de push sa wave, commence à décaler pour te suivre et l'attraper à ce moment-là. Surtout si tu joues un mid laner un peu assassin, tout ce qui est Z, Fizz et compagnie, tu peux, qui ne peuvent pas dive, qui auront des difficultés à dive, justement, push, commencer à décaler, c'est forcer le mid laner ennemi à agir et potentiellement se faire attraper loin de sa tour. Hop.
de cette façon-là par exemple, ou alors simplement en venant ici et en le chopant par derrière. C'est une stratégie aussi qui peut être faisable sur les side lanes, mais qui est plus compliquée parce que vous avez moins d'espace pour pouvoir vous déplacer et pour pouvoir bait des roamings. Donc d'où justement le titre du cours, l'importance de la mid lane, puisque la mid lane a énormément de possibilités par rapport aux autres lanes du jeu.